Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Mardi 21 février, à la une de l'actualité au Sénégal, déploiement de 150 observateurs de la CEDEAO pour la présidentielle, alors que les appels de l'opposition à manifester se succèdent. Pour éclairer nos lanternes dans ce journal, une personne que vous connaissez bien, notre éditorialiste Gabriel Mbarga. Le Congo s'est doté lundi à Brazzaville d'une charte anti-corruption, un fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le pays. Et puis au Mali, en marge du festival international Soninké, organisation d'un forum économique avec pour thème la place des régions face à la globalisation. Nous y revenons en fin de journal. Mais avant, ouvrons avec le Sénégal où les tensions préélectorales restent toujours vives. L'opposition a appelé un nouveau rassemblement interdit ce mardi contre la candidature d'Abdoulaye Wade à la présidentielle. C'est dans ce contexte que la CEDEAO a déployé 150 observateurs dans le pays. Christina Okello. Nouvel appel à manifester au Sénégal. Malgré l'échec de leur rassemblement lundi, l'opposition sénégalaise reste mobilisée. Mardi, ils ont tenté une nouvelle fois d'accéder à la place de l'indépendance, jusqu'ici bloquée par la police. Objectif, empêcher la candidature d'Abdoulaye Wade. Ce que nous allons faire, c'est continuer le combat que nous avons entamé depuis le départ pour le respect de notre Constitution, pour éviter que cette Constitution soit violée par le candidat sortant qui n'a pas droit à un troisième mandat. La veille, une manifestation de l'opposition avait été réprimée, mais il n'y a pas eu de débordement comme les jours précédents. Depuis près d'une semaine, Dakar vit au rythme de violence entre les forces de l'ordre et des opposants, notamment des jeunes, qui jugent la candidature d'Abdoulaye Wade anticonstitutionnelle. Ce dernier dément. Certains citoyens assoiffés de pouvoir, sans aucune base populaire, sachant qu'ils n'ont aucune chance dans des élections démocratiques et pacifiques, ont décidé d'emprunter des voies tortueuses et pour m'empêcher de me présenter. C'est dans ces climats de vive tension que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a annoncé mardi l'envoi de 150 observateurs au Sénégal. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dimanche prochain. Le scrutin s'annonce comme le plus mouvementé de l'histoire du pays. Et pour évoquer plus en profondeur la situation au Sénégal, nous a rejoint sur ce plateau notre éditorialiste Gabriel Mbarga. Bonsoir. Bonsoir Nidia. Alors pendant combien de temps encore Abdoulaye Wade peut-il s'obstiner face à cette escalade de la violence au Sénégal? Alors ceux qui côtoient le président Abdoulaye Wade en privé ont coutume de rapporter que le président Wade n'entendrait pas de l'oreille gauche. Donc il faut se baisser pour lui parler, pour qu'il entende. C'est normal, à l'âge qu'il a, 85 ans, qu'il ait quelques problèmes d'audition. Mais que ça se traduit sur un plan politique peut avoir des conséquences extrêmement graves pour le Sénégal. Effectivement, le président Wade est engagé dans un bras de fer avec son opposition. Deux stratégies s'opposent. L'opposition qui a opté pour charger sur la validité de sa candidature. Du moment que le Conseil constitutionnel a validé cette candidature le 27 janvier dernier, l'opposition sénégalaise a estimé que le combat n'était pas terminé, il fallait aller jusqu'à l'empêchement de cette candidature. De notre côté, Wade, lui, il a fait le tour du pays pendant les 10 premiers jours de la campagne. Naturellement, avec les moyens de l'État, c'est plus concevable. En 10 jours, il a fait le tour du pays. Il bat campagne, l'opposition manifeste. Voilà les deux stratégies aujourd'hui dans lesquelles le peuple sénégalais est pris en otage. L'opposition qui, en même temps, n'est pas forcément irréprochable dans cette crise. Il faut se dire la vérité en Afrique, surtout dans les moments très très graves, parce qu'on a souvent connu des conflits, des tensions, des guerres. Et à un moment donné, on doit se regarder dans les yeux. L'opposition sénégalaise a péché, à un moment donné, à s'unir autour d'une candidature. Dans le cas d'espèce, dans le cas sénégalais, c'était plus que nécessaire, plus qu'urgent. Parce que vous avez un candidat contre lequel il y a toute cette montée, cette aspiration à l'alternance qui est portée par un peuple, une société civile qui s'est levée. Parce que cette opposition, finalement, n'a fait que récupérer un élan populaire, l'élan de la société civile. Parce qu'en réalité, sur le plan politique, ils n'ont pas réussi à s'unir et jusqu'ici, ils n'ont pas battu campagne, ils n'ont pas présenté au peuple sénégalais de programme.
Ils réfléchiront plus tard parce que pour l'instant, le Sénégal est dans une espèce d'impasse, d'incertitude. On ne sait pas ce que va donner ce scrutin du 26 février, si même il aura lieu dans les conditions, on l'espère, pacifiques. Et on a aussi le sentiment que Wade a été lâché par ses anciennes puissances amies. Oui, elles sont un petit peu gênées aux entournures. Elles le disent à demi-mot par des phrases. Enfin, c'est aussi le principe de la diplomatie. On ne dit pas souvent des choses de façon très très claire, surtout aux amis, parce que ça a été un ami, un allié des Occidentaux. Dans la crise ivoirienne, vous vous souvenez, Wade était du côté des positions du président Sarkozy, du président Obama. Dans la crise libyenne, ce fut la même chose. Donc, il est difficile de lui dire en face, il faut que tu cèdes le pouvoir. Alain Juppé, ministre français des Affaires étrangères, a utilisé une formule où il parlait d'un besoin de transition générationnelle. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les Américains sont sur la même ligne. De toute façon, en privé, et la France et les États-Unis sont très très inquiets par rapport à ce qui se passe au Sénégal. La France est très mobilisée. On ne le dit pas, mais des militaires français sont déjà mobilisés. Le cas échéant, il y a une forte communauté française au Sénégal. Alors, en un mot, et ce sera ma dernière question, Gabriel, vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce que la date du 26 février est compromise? Personne ne sait à ce jour ce qu'il se passera d'ici au 26 février. Personne ne peut le savoir. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est une montée, notamment à Dakar, puisque l'opposition a concentré son attaque là où le pouvoir, là où il y a les symboles du pouvoir, là où il y a la capitale politique, là où loge Abdoulaye Wade. Il parle souvent de le déloger d'ailleurs. Elle a décidé de porter le fer là. On ne sait pas. On voit juste une espèce de violence croissante et quotidienne. Chaque jour, il y a déjà eu 6 morts depuis la validation de la candidature du président Wade. Et Wade, comme il joue la stratégie après les élections, il va déplacer le débat. Il va dire, la question n'est plus ma candidature, voici des élections et des résultats dont on peut imaginer qu'ils ne seront pas favorables à des gens qui n'ont pas battu campagne et qui sont nombreux. Donc Wade, chaque jour de gagner, pour lui, il se rapproche de ce qu'il espère et l'opposition a besoin de tendre d'une tension extrême pour que cette élection n'ait pas lieu. Ce qui est sûr, c'est que, au fond, il faut le dire, le président Wade a entre ses mains les clés de cette situation. Il a l'occasion d'écrire quelque chose dans une nouvelle page de l'histoire du Sénégal. Est-ce qu'il veut rentrer dans l'histoire comme l'un des grands bâtisseurs de ce pays? C'est la question qu'il doit se poser. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Gabriel Marga pour votre éclairage. Un mot à présent sur ce scrutin historique en Libye. 40 ans que ses habitants n'avaient pas voté. C'était le cas par exemple à Misrata. Les Misratis étaient donc appelés ce lundi à élire 28 membres du conseil local de la ville, l'équivalent d'un conseil municipal parmi 242 candidats. Les résultats devraient être annoncés dans les prochaines heures. Autre situation historique au Yémen. Après 33 ans de règne, un soulèvement populaire, le président Saleh cède sa place. Seul candidat, Abd Rabo Mansour Hadi, vice-président dans l'ancien chef d'État, sans surprise, il devrait être réélu. Les jeunes révolutionnaires, eux, se sentent volés. Dans le reste de l'actualité, la Guinée dans l'impasse politique. Plus d'un an après l'élection présidentielle, le pays ne parvient toujours pas à se doter d'une assemblée. La question de la Commission électorale nationale indépendante divise les acteurs politiques. Les leaders de l'opposition, eux, craignent la fraude électorale. On écoute à ce propos Sidia Touré, président de l'UFR. Les démembrements de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ont été changés sur l'ensemble du territoire. Parti de 40% d'opposition, 40% du gouvernement, nous sommes aujourd'hui à 75% du gouvernement et à 12% seulement de l'opposition. Et si on sait que ce sont ces démembrements de la CENI qui nomment les présidents du bureau de vote, qui désignent les scrutateurs et qui font la compilation, qui transportent les résultats du vote, vous comprenez bien qu'il se prépare un hold-up électoral que nous dénonçons. Éradiquer la corruption sous toutes ses formes, une volonté qui existe au Congo, Brazzaville. La Commission nationale de lutte contre la corruption, la société civile et le secteur privé viennent ainsi de ratifier une charte qui leur servira de document de travail pour s'attaquer aux problèmes. Boris Agapit.
La Commission nationale, la société civile, le secteur privé et les confessions religieuses ont engagé à conjuguer leurs efforts dans la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude en République du Congo. La charte créant le cadre de concertation au sein duquel ils vont agir a été ratifiée ce lundi à Brazzaville. Les partis signataires feront grâce à cette charte la promotion de la bonne gouvernance, de l'obligation de rendre compte et de l'instauration de la démocratie participative. Ainsi, cette charte est un document de travail. C'est la traduction d'une part de notre prise de conscience collective sur les effets néfastes que porte ce phénomène et d'autre part de notre volonté commune de lutter efficacement et durablement contre ce fléau. Ceci pour dire que le gros du travail reste à venir et à faire. Nous n'en traçons aujourd'hui que le canevas et les grands axes de ce travail. La société civile se réjouit d'avoir été associée dans la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. Pensons que la question de la corruption ne doit pas laisser les non-voyants et les malvoyants en marge, parce qu'ils subissent aussi la corruption. Donc voilà pourquoi nous nous sommes engagés aux côtés de la Commission nationale de lutte contre la corruption pour travailler ensemble, pour essayer d'emmener notre pays à se libérer de ce fléau. À travers ce cadre de concertation né de la signature de cette charte, toutes les parties prenantes affichent et manifestent leur volonté de combattre ce fléau aux conséquences néfastes sur le développement durable du pays. La crise du logement se poursuit au Gabon. La cherté du loyer s'accompagne d'une modification du seuil juridique d'enregistrement des loyers de 50 000. Il est passé à 200 000 francs CFA, une situation que les bailleurs n'hésitent pas à exploiter. Christina Okello, Joël Tatou. La crise du logement se poursuit au Gabon. La cherté des loyers qui frôle 150 000 francs CFA pour une maison de 2 chambres n'est pas prête d'être résorbée. Le gouvernement vient en effet de passer une ordonnance qui exonère les bailleurs sociaux d'enregistrer des loyers à 200 000 francs CFA ou plus. Ce qui veut dire que les bailleurs auront toute la liberté de fixer les montants de loyer. Ils font comme bon les semble. Quelqu'un a un logement qui ne mérite même pas un loyer de plus de 200 000. Il va mettre son loyer à 200 000. Enfin, il fait à sa guise. Parce que si l'État prévoyait quelque chose pour ces populations-là, enfin, faire un logement ou bien des logements sociaux par rapport à la rémunération de tout un chacun, je pense que le problème sera réglé ou du moins une moitié de ce problème-là sera résolu. Difficile pourtant pour des Gabonais qui ne touchent que 80 000 francs CFA par mois d'honorer des tarifs aussi chers. Le prix des loyers est devenu pour eux un véritable fardeau. Actuellement, l'État gabonais ne pense pas à son peuple. Ça, c'est sûr. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans cette situation. Depuis 42 ans jusqu'à actuel, nous sommes toujours dans la souffrance. Pourquoi? Pourquoi voter alors? Laissez-nous tranquilles. Certains experts prennent la création de parcelles de terrain viables à défaut de construire 5 000 logements promis par l'État il y a 2 ans. À Libreville, le déficit de logement est estimé à 160 000. Au Bénin, fin de l'exploitation anarchique des carrières de gravier et sable dans les départements du Monokufo. L'autorité préfectorale impose désormais une autorisation à tout exploitant de carrière dans cette région. Maximien Benou. L'exploitation des carrières de gravier et de sable dans le Monokufo est désormais soumise à un suivi rigoureux. Seuls les artisans détenteurs de titres miniers pourront extraire les gisements de gravier et les vendre sur le marché. Il y a des pays qui ont des richesses pétrolières. Mais nous, notre richesse pétrolière, c'est ça. Il faut qu'on s'organise pour l'exploiter à la satisfaction non seulement d'eux-mêmes, mais également de l'État béninois. La remise de ces autorisations apporte une onction légale à 42 artisans miniers en activité dans les communes de Djakotome, Dogbo et Lokossa. Il s'agit en définitive d'assurer un bon encadrement à cette activité afin qu'elle puisse générer des devises à l'État et profiter à tous ceux qui œuvrent dans la légalité. Cette mesure, d'abord, est salutaire, en ce sens que pendant près de 10 ans, nous avons mené des sensibilisations qui n'ont pas abouti et c'est aujourd'hui que cela se réalise. Une étape décisive vient d'être franchie avec la mise en œuvre effective de cette mesure.
Mais il faudra encore plus de sensibilisation pour élargir l'application de cette décision à tout le monokoufou où l'exploitation des carrières échappait à tout contrôle. C'est une mine qui peut rapporter beaucoup de richesses, mais il faut la réglementer. Il faut pouvoir souscrire et respecter les tests. Dans le rang des artisans miniers, la mesure semble bien acceptée. Nous souhaiterions que ceux qui exploitent maintenant dans l'inégalité, sans autorisation, ne continuent plus leurs activités car ils ne tiennent pas d'importance à l'autorisation. Nul n'est censé ignorer la loi, prévient l'autorité préfectorale dans une adresse formulée dans la langue du terroir. Mais tout en brandissant le glaive de la sanction, Corentin Koué entend poursuivre avec les autorités communales des campagnes ciblées de sensibilisation. À Niamey, au Niger, se rendre sur son lieu de travail à l'heure, aux alentours du petit marché, n'est pas une mince affaire et pour cause. Très tôt le matin, dès 4-5 heures, les vendeurs de fruits et légumes envahissent les lieux, créant ainsi un véritable embouteillage. Correspondance, Pascal Jeannot, Ali Tondi Mokhtar. Nous sommes au carrefour du monument aux morts, à la place du petit marché de Niamey, entre 6h et 7h du matin. L'ambiance est la même, 7 jours sur 7. L'endroit est inondé de monde. Vendeurs, acheteurs, usagers, piétons, automobilistes et charretiers se côtoient. Difficile de se frayer un chemin pour se rendre d'un bout à un autre. Plus compliqué encore pour les fonctionnaires qui veulent se rendre à temps sur leur lieu de travail. Les vendeurs de légumes, condiments et autres fruits occupent le passage, créant ainsi un véritable embouteillage. Les passants pointent un droit accusateur vers la police municipale, plus prompte à poser des sabots aux véhicules en stationnement et laisser ce désordre se produire au petit marché, disent-ils. Ce n'est pas normal. C'est à la mairie de prendre ses responsabilités. Vous voyez bien comment les gens sont bloqués ici. On ne peut rien faire. Ces vendeurs du petit marché se battent pour gagner leur pain à la sueur de leur front. Ne dit-on pas que le bonheur appartient à ceux qui se réveillent très tôt. Mais autant leur activité est bénéfique, autant elle leur fait courir des risques. Toute chose que ces vendeurs reconnaissent, c'est pourquoi ils souhaitent obtenir une autre place plus sécurisée. Nous lançons un appel aux autorités communales de chercher une autre place plus qu'ici, parce que vraiment nous courons des risques. Notre santé avant tout. Un autre endroit s'avère nécessaire pour nous, les revendeurs, car vraiment on est exposé à des dangers. Les activités commerciales informelles qui se développent de jour en jour créent un véritable embouteillage qui freine le développement du pays à travers les retards des fonctionnaires dans l'administration. Ça met les gens en retard, regarde, ça fait 10 minutes que j'attends, mais les gens n'arrivent pas à dégager la place. Maintes fois, les commerçants qui occupent ces voies publiques ont été déguerpis. Mais le temps de faire oublier les autorités et puis ils reviennent. Une situation qui semble être difficile à régler pour les autorités de la région de Niamey qui de toutes les façons trouvent également leur compte à travers les taxes journalières que payent ces commerçants. Quelle place pour les régions face à la globalisation? Voici le thème du forum économique qui s'est tenu au Mali en marge du festival international Soninké, forum organisé par l'Assemblée régionale de Caille en partenariat avec la région Île-de-France. Correspondance Nianian Aliou Traoré. Ce forum économique portait sur les questions de développement et les opportunités d'affaires pour la diaspora. Une diaspora malienne qui contribue largement au développement du pays. 3 thèmes majeurs ont été développés, à savoir quelles perspectives pour capitaliser la circulation des richesses entre les composantes sociales, stratégie de développement régional, défis et opportunités, et enfin environnement et héritage culturel comme support de gestion du développement régional. L'une des priorités de l'Assemblée régionale de Caille, ça a été de mettre le paquet sur la culture pour cette année, donc à travers le FISO, mais aussi sur l'organisation du forum économique, qui est, disons-le très clairement, un enjeu pour l'Afrique, un enjeu pour le Mali, un enjeu pour Caille. Et donc il était important de pouvoir associer à la réflexion sur la culture, mais en même temps de pouvoir avoir une réflexion sur le développement économique. On voit le potentiel aujourd'hui. À la fin de la rencontre, les panélistes et les participants étaient d'accord qu'il existe des potentialités qu'il faut exploiter en termes concrets pour amorcer le développement de la région de Caille au Mali. Et aux côtés des conférences, débats, défilés de mode et manifestations folkloriques ont également rythmé pendant 4 jours la 2e édition du Festival international Soninké. Plus de 2000 festivaliers ont donc fait le déplacement pour célébrer la culture Soninké. Nianian Aliou Traoré.
La ville de Kaï, au Mali, vibrait ce week-end au rythme du Festival international soninké FISO 2012. La culture soninké a été révisitée 4 jours durant à travers des manifestations folkloriques, des expositions de produits soninké ainsi que des conférences-débats. Conférences-débats portant sur des thèmes variés, notamment les soninké face aux défis du monde contemporain, l'éducation dans le milieu soninké, l'islam et la tradition, l'histoire des soninké, des origines à l'émergence de l'empire du Ouagadou. D'après le président du FISO, l'objectif du festival sont non seulement de réunir tous les soninké, mais aussi de valoriser la culture soninké à travers le monde. Donc en ce qui concerne la langue soninké, il y a beaucoup d'associations ici et là, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie et surtout dans la diaspora, mais nous ne sommes pas en réseau. Donc il est important d'initier une action qui met ensemble l'ensemble de ces acteurs de façon à ce qu'il y ait partage d'expériences et des échanges pour que chacun s'enrichisse de ce qui se fait ailleurs. En plus des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, ceux de l'Europe et des États-Unis étaient également présents. Les soninké de la première et de la deuxième génération étaient tous à l'unisson. Écoutez, en ce qui nous concerne, nous, c'est notre deuxième participation. C'était évident que la jeunesse franco-soninké participe à cet événement. Parce que pour savoir là où on va plutôt, il faut savoir de là d'où l'on vient. Et le Ouagadou, c'est une vraie histoire. Pour moi, ma participation en France, c'était tout à fait normal, c'était un devoir. Mes parents, en tant que soninké, je pense que moi, en tant que fille de soninké, je dois venir à ce festival pour pouvoir montrer qu'il y a une présence française. Malgré que nous ne sommes pas nés et grandis dans un monde soninké comme le Mali, on est en France, on est toujours soninké, on connaît nos valeurs. Le festival soninké, c'était aussi des défilés de mode, des présentations et des témoignages. Et c'est ainsi que notre édition touche à sa fin. Mais avant, un dernier rappel des titres. 150 observateurs de la CEDEAO mobilisés pour la présidentielle sénégalaise. À 5 jours du scrutin, l'opposition ne cesse pas les appels à manifester. La lutte contre la corruption, une priorité pour le Congo-Brazzaville qui vient de se doter d'une charte afin de prévenir et combattre ce fléau qui prend de l'ampleur. Et enfin, quelle place pour les régions face à la globalisation ? Une question au cœur d'un forum économique qui s'est tenu au Mali en marge du Festival international soninké. Débat autour d'éminents économistes et spécialistes du développement. Voilà la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Le JT Sport présenté par Ahmed Parezo. Et en attendant de vous retrouver demain, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. À demain.